Bienvenue à l'atelier numéro 1 sur la prévention et la sécurité routière, organisé par Agir ABCD Loire. Voilà, donc on va aborder pour ce premier atelier un thème, donc la voiture, est-ce un loisir ou une contrainte? Voilà. Nous aurons donc quelques réponses à ces deux questions et bien sûr, comme toujours, quelques tests sur vos connaissances sécurité routière. Voilà, donc l'automobile règle notre vie, l'automobile est au cœur de nombreux débats de société pour des milliers de victimes qu'elle fait sur les routes, pour avoir envahi les centres urbains et détruit l'espace public. Bien entendu, donc chacun a son idée sur les contraintes de l'automobile, mais chacun donc peut être convaincu que cette automobile modifie la société. Voilà. Donc je vous laisse par la suite donc étudier ce petit texte et qui donc vous éclairera sur certaines banalités, je vais dire, donc de l'automobile. Oui, parce que ce phénomène constitue un thème de société âprement débattu par les autorités publiques. Donc ils n'ont pas encore trouvé toutes les solutions et les médias, bien sûr, sont mobilisés pour décrypter et analyser ces logiques. Donc, une question qui vient, j'allais dire, donc à tous les automobilistes. Avez-vous le sentiment de pouvoir circuler librement en automobile? Voilà, donc cette question, elle est souvent donc posée et bon, les réponses sont diverses, bien sûr. Hein. Donc, l'automobile ne peut être pleinement comprise qu'à condition de dégager des logiques sociales qui la constituent, bien sûr. Donc, l'automobile influe gravement ou donc dans un bon sens sur la société. Donc l'interaction routière la plus fugace, bien sûr, l'usage ordinaire et extraordinaire de l'automobile, ça c'est bien sûr quelque chose qu'on peut débattre et que chacun a sa réponse. Un choix les plus personnels des individus à son sujet, c'est à chaque fois, bien sûr, c'est la société tout entière qui s'y trouve convoquée sur ces questions qui sont bien sûr très importantes. Voilà, donc un bien longtemps élitiste avant de devenir consommation de masse, l'automobile avant réservée à l'élite et critiquée en tant que telle est un outil individualiste dérégulé. Donc si on regarde le nombre de véhicules pour 1000 habitants aux États-Unis, en France et en Allemagne, de 1907 aux États-Unis c'était 16 véhicules pour 1000 habitants, maintenant en 2006 c'est 502. Si on prend la France, en 1907 c'est 10 véhicules pour 1000 habitants et donc si on passe en 1960 ça fait 110 et en 2006 433 et on voit que les États-Unis sont en avance, bien sûr le pays est plus grand, l'industrialisation a été beaucoup plus rapide, mais on voit que la France, l'Allemagne et l'Angleterre se tiennent à peu près donc dans les mêmes nombres de véhicules en 2006. Pour la France, l'Allemagne et l'Angleterre, c'est aux alentours de 440. Voilà, ces chiffres seulement pour vous dire que la voiture donc a été longtemps banalisée. Donc les discours annonçant la fin de la croissance du parc automobile ont une histoire presque aussi ancienne que celle de l'automobile elle-même. Oui, on a toujours dit que l'automobile, ça n'allait pas durer, mais en fait, ça dure et ça se multiplie très rapidement. Hein. Voilà, si bien sûr 65 adultes sur 100 détenaient en 1981 le permis de conduire, ils sont désormais près de 86 en 2018, sur 100 habitants, 86 ont le permis de conduire. Hein. L'âge médian pour l'obtention du permis est abaissé de 20 à 18 ans. On passe le permis très très tôt à l'heure actuelle. Voilà, on se prépare même avant, à 16 ans, 17 ans, pour avoir son permis tout de suite à son anniversaire des 18 ans.
Voilà, donc on va passer à une petite évaluation, 4 questions pour un premier temps, hein, pour évaluer vos connaissances. Donc si vous avez une petite feuille de papier à côté de vous avec un stylo, ben, marquez les bonnes réponses, hein, et puis bon, on va les corriger tout de suite derrière. Hein. Voilà, donc pendant le temps de réaction, j'analyse, je décide et je perçois, réponse A. J'analyse, je perçois et je décide, réponse B. Je perçois, j'analyse et je décide, réponse C. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Voilà, donc la bonne réponse, bien sûr, pendant le temps de réaction, je perçois d'abord, hein, j'analyse et je décide, et bien sûr, pendant ce temps de réaction, on ne freine pas. Hein, on est là, c'est la réaction avant le freinage. Hein, voilà. Donc la distance d'arrêt, si on ajoute le temps de réaction et le temps de freinage, on aura donc cette distance d'arrêt. Question numéro 2. Actionner donc le clignotant avant de dépasser, informe le conducteur qui me précède, oui réponse A, non réponse B, le conducteur qui me suit, oui réponse C, non réponse D. Voilà, bien sûr que le conducteur qui me précède est informé, hein, c'est logique. Et bien sûr, le conducteur qui me suit aussi, donc le clignotant a une importance primordiale. Donc la question numéro 3, donc pour éviter un accident, je place le triangle à moins de 10 mètres. Réponse A, je place le triangle à moins de 30 mètres. Réponse B, j'actionne les feux de détresse. Réponse C. Voilà, donc la bonne réponse, c'est que je place le triangle à moins de 30 mètres. Oui, et j'actionne les feux de détresse aussi. Donc mon véhicule est arrêté sur la chaussée. Bien sûr, je dois le signaler par ces deux moyens. Voilà, donc question numéro 4. Malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi. Oui, réponse A, non, réponse B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui, réponse C, non, réponse D. Voilà, donc malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi, bien sûr. Hein, on doit, dans une circulation donc qui occupe toutes les voies, regarder à droite, à gauche, devant, derrière, pour bien sûr détecter le moindre incident et ce qui peut se passer. Je serre à droite, donc dans ma voie. Oui, bon, je me tiens dans cette voie à bonne distance donc du véhicule qui est devant moi. Donc c'est la bonne réponse, c'est C. Voilà, donc les questions, on y reviendra. Maintenant, on va aborder, si vous voulez, donc la diffusion d'automobiles selon les générations. Elle est différente pour l'ensemble des classes d'âge. Donc, les personnes donc qui sont nées avant 1945 n'ont pas connu la motorisation de masse dans leur jeunesse, mais à des moments tardifs de leur vie. Les générations nées entre 40 et 60 ont connu au cours de leur enfance une diffusion soutenue et forte de l'automobile. Oui, bon, c'est les Trente Glorieuses. Hein, on sait tous que bon, l'automobile a occupé une place très importante. Entre 1950 et 70, le nombre de voitures particulières triple tous les 10 ans. C'est impressionnant. Mais bon, on l'a subi et voilà. Donc, on est maintenant donc à une saturation pratiquement. Donc, cette diffusion aux jeunes générations rend une socialisation intensive à l'automobile.
leurs parents massivement motorisés sont souvent au centre de leur apprentissage de la conduite. Oui, voilà. Donc il y a une propagation donc des connaissances qui se font entre le père et le fils, la mère et la fille, ou le père et la fille, enfin voilà, ou les frères aussi plus âgés. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique dans la plupart des cas. Voilà, donc les nouvelles générations et la mobilité. Donc les jeunes générations des années 90-2000 connaissent un taux de motorisation plus faible, oui, et moins fréquemment détentrices de véhicules récents. C'est une constatation. Toutes les générations 90-2000 n'achètent pas de véhicules récents. Ils sont souvent donc avec des véhicules de première, de deuxième, troisième main. Voilà. Donc c'est quelque chose que certainement lié donc au chômage de masse qu'on connaît, quoi. Donc on constate l'apparition de nouveaux moyens de transport motorisés. Donc les EDPM, engins de déplacement personnel motorisés, tels que le vélo, les trottinettes électriques, hoverboard, gyropodes et monoroues. Donc on a tous vu et donc été obligé donc de s'adapter à ces nouvelles donc mobilités. Voilà, donc on a en plus donc toujours les non motorisés, les vélos classiques, skateboard, roller, trottinettes, qui sont eux considérés comme des piétons. Voilà. Donc quelques chiffres, 400 000 DP motorisés ont été vendus en France en 2019, essentiellement donc des hoverboards, et 100 000 trottinettes électriques. Voilà, ces trottinettes qui ont envahi les centres urbains et qui posent des problèmes, bien sûr, pour l'interaction entre les véhicules, j'allais dire classiques, voitures, quoi, moto, et bien sûr donc ces nouveaux moyens donc de mobilité. Voilà une question. Pensez-vous que toutes les mobilités peuvent rouler au même moment, au même endroit et en même temps? C'est là donc une question que se posent les pouvoirs publics et essayent d'y répondre par une législation adaptée. Mais bon, souvent dans ces zones de partage, on laisse bien la possibilité à tous les acteurs de s'accommoder de chacun et bien sûr d'être le plus responsable possible. Voilà, donc on va rappeler un petit peu la réglementation, donc rappel des règles de conduite vis-à-vis de ces nouveaux déplacements. Bon, les automobilistes à leur rencontre, donc bien sûr adapter votre allure aux situations, connaître les caractéristiques des autres usagers, voilà, s'intéresser un peu comment ça fonctionne et pour pouvoir mieux les appréhender, savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie. Voilà, sachez que ces moyens existent et que vous devez absolument donc faire avec eux, donc être le plus indulgent possible et bien sûr donc dans le partage de l'espace qui ne grandit pas, bien sûr, les routes sont toujours de la même largeur, et ben il faut faire la place pour tout le monde. Voilà, donc les règles de circulation de ces moyens interdits hors agglomération, donc voilà, tout ce qui est donc overboard, skateboard, électrique sont interdits hors agglomération, sauf les voies vertes, vous pouvez les utiliser. Tout ce qui est engin motorisé, donc interdit sur les trottoirs. Voilà, l'obligation de circuler sur les bandes ou pistes cyclables et à défaut sur les routes dont la vitesse est égale ou inférieure à 50 km/h. Donc si les pistes cyclables n'existent pas, elles peuvent circuler sur les routes qui donc sont limitées à 50 km/h. Voilà, alors pas de stationnement sur les trottoirs, gênant, les piétons, interdit pour ces véhicules, avertisseurs, freins, feux avant et arrière obligatoire, dispositif rétro-réfléchissant la nuit, obligatoire aussi, et le jour si la visibilité est faible, temps de brouillard, voilà, port d'un vêtement réfléchissant, hautement conseillé, et obligatoire la nuit. Voilà, les EDP réservés aux plus de 8 ans et pas de passagers, donc les trottinettes électriques tout seul dessus, jamais sur la trottinette.
Le casque est recommandé, hein, il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Pas de casque audio, par contre. Voilà, on n'écoute pas la radio ou ses chanteurs préférés. Voilà, donc on reste seul sur ces engins sans musique. Voilà, donc les sanctions, parce que bon, on passe toujours par cette case, hein, les sanctions, donc le non-respect des règles de circulation pour tous ces engins, les vélos électriques compris, hein, c'est 35 euros pour le non-respect donc des règles de circulation, c'est une amende classe 2. Circulation sur le trottoir sans y être autorisé. Voilà, donc sans y être autorisé, oui, je vous dis que dans certaines agglomérations, le maire peut décider la circulation donc sur certains trottoirs de ces véhicules motorisés. Si c'est pas le cas, ben, c'est classe 4, 135 euros. Voilà, si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale n'est pas limitée à 20 km/h, parce que ces véhicules d'origine donc ne doivent pas dépasser les 20 km/h, l'amende c'est une classe 5, c'est 1500 euros. Voilà. Donc on va passer donc à d'autres tests du code de la route, voilà, à vos crayons, à vos papiers, et voilà, et puis on démarre. Donc on va aborder donc la deuxième série de questions. Donc on en avait fait 4, voilà la 5. Donc l'automobile doit céder le passage au cycliste venant avant de tourner à droite. Ben, excusez-moi. Donc un petit temps de réflexion. Donc c'est bien l'automobiliste hein, qui est dans l'automobile qui fait attention au cycliste à droite. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est oui, c'est la bonne réponse A. Voilà, donc un petit commentaire en tournant à droite, l'automobiliste viendrait donc couper la route au cycliste qui arrive à sa droite. Donc il doit bien sûr tourner la tête pour voir si le cycliste est à ses côtés et le laisser passer, puisqu'en fait il va couper la voie réservée aux cyclistes. Question numéro 6. Pour un 2 roues, le risque est plus élevé que pour un automobiliste. Le port du casque est toujours obligatoire. Circuler sans casque est autorisé sur un court trajet. À vos crayons et à vos réponses surtout. Donc, le conducteur du deux roues est moins protégé que le conducteur de l'automobile, c'est une évidence. Hein. Voilà, donc le port du casque est obligatoire pour les deux roues motorisées, bien sûr, quelle que soit la longueur du trajet. La bonne réponse, c'est A et B. La question numéro 7, je peux dépasser le camion? Oui, réponse A, non, réponse B. Voilà, on a fait attention à tout et bien sûr que la réponse est non, hein, vu que la voie va se rétrécir à 150 mètres avec le panneau de danger à votre droite. Voilà, donc malgré qu'il n'y ait personne derrière, personne devant, c'est pas dit aussi. Hein, voilà, donc, mais le panneau nous interdit bien sûr tout dépassement. Voilà la réponse numéro 8. La question numéro 8, donc en présence de verglas, je circule très lentement. Réponse A, j'équipe mon véhicule de chaîne à neige. Réponse B, j'augmente les intervalles de sécurité. Réponse C. Voilà, la bonne réponse, c'est que je circule lentement, bien sûr, avec le verglas, et j'augmente les intervalles de sécurité, bien sûr, hein, donc je m'éloigne de la voiture qui me précède pour avoir le temps de pouvoir ralentir. Hein, donc cette fameuse distance de freinage qui va être multipliée par temps de verglas. Voilà, question numéro 9. Je vais rencontrer un cassis ou un dodan à 50 mètres. Oui, réponse A, non, réponse B.
Donc la bonne réponse est oui, bien sûr. Le panneau m'indique qu'on est en agglomération et enfin pas le panneau, mais bon, on est en agglomération et donc le panneau en agglomération est situé à 50 mètres du danger. Hein. Question numéro 10. Ce panneau signale un danger situé à environ 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Voilà, bien sûr qu'on est hors agglomération, un panneau de danger m'indiquant donc la traversée éventuelle donc de cavaliers et qui est placé à 150 mètres de ce danger. Alors, question numéro 11, le panneau signale un danger situé à 5 km. Oui, réponse A, non, réponse B. Deuxième question, je risque de rencontrer des pierres sur la chaussée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau, bien sûr, ne signale pas un danger situé à 5 km, mais ce panneau donc signale un danger situé à 150 mètres et sur une longueur de 5 km. Voilà, donc le risque de rencontrer des pierres sur la chaussée sur une longueur de 5 km, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Hein. Donc, les bonnes réponses sont réponse B et réponse C. Question numéro 12. Et je pense que c'est la dernière question. Ce passage à niveau est équipé de barrières à fonctionnement automatique. Réponse A. Il est situé à 150 mètres environ. Est surveillé par un agent sur place. Voilà, ben, la bonne réponse, c'est ce panneau, ce passage à niveau donc, est équipé de barrières de fonctionnement automatique. C'est marqué hein, par un petit panneau saut qui complète donc le panneau du passage à niveau situé à 150 mètres. Alors, les trois bandes rouges nous disent que ce panneau est bien situé à 150 mètres. Voilà, donc la bonne réponse est B aussi. Est surveillé par un agent? Non, c'est un signal automatique. Donc vous aurez un gros feu rouge et puis un signal sonore aussi. Hein. Voilà, donc on peut remarquer aussi que la hauteur est limitée, bien sûr, par les caténaires. Donc faites attention. Voilà, donc c'est la dernière question. Donc je donne rendez-vous donc à l'atelier numéro 2. Merci de votre attention et puis à bientôt.